Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du sujet de brevet de mathématiques du 26 juin 2025 pour la zone métropole, La Réunion et Mayotte. Ce sujet 2025 était constitué, comme les autres brevets, de 5 exercices, alors on précisait bien indépendants, ça c'est important. Avant de commencer tout de suite la correction, je vais porter un petit peu attention à une partie que les élèves ne disent jamais mais qui est quand même importante, c'est les indications qui vous sont données au départ. Indications portant sur l'ensemble du sujet. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche, elle sera prise en compte dans la notation. D'accord? Alors, je vais m'attarder plutôt sur la première partie, c'est que c'est très souvent, vous avez des questions qui vous paraissent pas très compliquées, mais même s'il y a simplement un calcul à faire, il faut le noter, sauf si on vous a dit le contraire, d'accord? Deuxième petite chose, n'oubliez pas de faire des phrases réponses à vos questions. Et ensuite, effectivement, on vous disait, des fois vous avez des idées, même si vous n'allez pas au bout, écrivez le début de votre raisonnement, écrivez ce que vous avez imaginé, ça peut toujours vous rapporter des points. Alors on démarre tout de suite avec ce premier exercice, on vous disait, on dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées, 7, 10, 12, 15, 24 et 30, et d'une urne B contenant 9 boules numérotées, 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25. Les boules sont indiscernables au toucher. Je rappelle qu'indiscernables au toucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boules, on ne peut pas les reconnaître en les touchant. Donc on est vraiment dans une expérience aléatoire. Quand on va tirer les boules, on n'a pas de chance de reconnaître une boule pour la tirer plus qu'une autre. On tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc ça, c'était notre première question. Il suffit de regarder dans l'urne A. On avait combien de nombres pairs sur les numéros? On avait le 10, le 12, le 24 et le 30. C'est-à-dire on avait 4 numéros sur 6. Donc on a 4 chances sur 6 de tirer une boule qui porte un numéro pair. Donc on va dire que la probabilité d'obtenir un nombre pair elle est de 4 sixièmes qu'on peut simplifier en 2 tiers. Donc, comme 2 divisé par 3, ça ne se termine pas, on va garder l'écriture fractionnaire 2 tiers. Donc voilà comment vous pouviez rédiger. Parmi les 6 boules de l'urne A, il y en a 4 qui portent un numéro pair, 10, 12, 24 et 30. Lorsqu'on tire une boule de l'urne A, la probabilité d'obtenir un nombre pair est donc de 4 sixièmes qu'on simplifie en 2 tiers. On tire une boule dans l'urne B, justifiez que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Alors on rappelle, un nombre premier, c'est un nombre qui est uniquement divisible par 1 et par lui-même, qui a exactement 2 diviseurs distincts. Si on regarde l'urne B, qu'est-ce qu'on a comme nombre premier? On a 2, on a 5, 6, 8 ne sont pas des nombres premiers, on a 17, 18 qui est un nombre pair autre que 2 n'est pas premier, 21 n'est pas premier, 22 n'est pas premier, 25 n'est pas premier. Donc on avait uniquement 2, 5 et 17, donc 3 nombres sur 9 qui étaient des nombres premiers. La probabilité d'obtenir un nombre premier quand on tire une boule dans l'urne B est donc de 3 sur 9 qui se simplifie en 1 tiers. Voilà pour cette question que vous pouviez rédiger ainsi. Ensuite, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6. Alors attention, là, il n'y avait pas de probabilité. On vous demandait juste de trouver l'urne où il y avait le plus grand nombre de boules qui portent un multiple de 6. Alors, si on connaît notre table de 6, on regarde dans l'urne A. Qu'est-ce qu'on a? On a 12, 24 et attention, surtout, n'oubliez pas 30. 6 fois 5. Ce qui veut dire que pour l'urne A, on a combien? On a 3 boules. Dans l'urne B, qu'est-ce qu'on a? On a la boule qui porte le numéro 6. On a ensuite la boule qui porte le numéro 18. On a simplement 2 boules. Donc l'urne A avec 3 boules qui portent un multiple de 6 et l'urne qui contient le plus de boules avec un numéro qui est un multiple de 6. Vous voyez que ce n'était pas difficile de rédiger, d'expliquer un petit peu son raisonnement. Simplement, vous dites pourquoi vous avez répondu 2 ici, pourquoi vous avez répondu 3. Vous citez les numéros concernés dans chaque urne et après vous faites votre comparaison et votre conclusion. Question 4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrez que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie. Si on regarde bien l'urne A, on a combien de nombres qui sont supérieurs ou égal à 20? On a 24 et 30, donc on a 2 boules sur 6, qui nous fait une probabilité de
2 sixièmes qui se simplifie en 1 tiers. Maintenant, quand on regarde l'urne B, sur les 9 boules, on a combien de numéros qui sont supérieurs ou égaux à 20? On a le 21, le 22, le 25. Donc 3 numéros. Donc on a 3 nombres sur 9, ce qui nous fait une probabilité de quoi? De 3 neuvièmes. Et 3 neuvièmes, 3 sur 9, on l'a vu, ça se simplifie également en 1 tiers. Donc que ce soit dans l'urne A ou dans l'urne B, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est de 1 tiers, elle est bien la même, quelle que soit l'urne choisie. On finit ce premier exercice, on vous disait quoi? On vous disait, en repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? Si je rajoute la boule numérotée 50 dans chacune des urnes, je vois que dans l'urne A, j'ai maintenant 3 numéros qui sont supérieurs ou égaux à 20, ce qui me fait une probabilité de 3 sur, attention, maintenant 7 boules. Donc la probabilité elle est de 3 septièmes. Dans l'urne B, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4 nombres qui sont supérieurs ou égaux à 20. Donc ça me fait 4 boules sur, attention, c'est plus sur 9, mais sur 10 qui portent un numéro supérieur ou égal à 20. Alors, si vous regardez 3 septièmes, vous pouviez faire 3 divisé par 7, ça vous donnait quoi la calculatrice? Ça vous donnait environ 0,42. Alors qu'ici, on a dit que la probabilité, elle était de 4 dixièmes. 4 dixièmes, ça fait quoi? Ben, ça fait précisément 0,4. Donc, vous voyez que la probabilité, dans les deux cas, ce n'est pas la même. Donc, on vous disait, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? La réponse était non. Et on en avait fini avec ce premier exercice. Alors l'exercice 2, cette année les professeurs d'EPS proposent aux élèves un aquathlon. On vous dit course à pied et natation. Alors cet exercice était en 2 parties. La partie A qui concernait la course à pied et on verra la partie B qui concerne la natation. Le parcours de la course à pied est représenté par le dessin ci-dessous. Attention, vous disiez le dessin n'est pas à l'échelle. Alors ça c'est encore une fois très important qu'on vous le précise, puisque ça arrive qu'il y ait des élèves qui prennent leurs règles pour mesurer directement sur la figure les longueurs, ou tout simplement le rapporteur pour mesurer les angles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Le parcours est représenté par A, C, D, E, B. Donc voilà le parcours que vont faire les élèves. Avec le départ au point A et l'arrivée au point B. On vous disait quoi après comme consigne? Les points A, C, B, ici, sont alignés. Les points A, D, E sont alignés. Le triangle A, D, C est rectangle en A. Et après, vous aviez des indications sur plusieurs longueurs. Première question, justifier que AD égale 200 mètres. Si on regarde bien sur notre figure, AD, c'est cette longueur-là. Qu'est-ce qu'on connaît? Alors, il y a beaucoup d'élèves qui sont partis en disant « Ah là là, le triangle, il est rectangle, je veux utiliser le théorème de Pythagore. » C'est pas possible, puisqu'on connaît juste AC, vous ne connaissez pas DC. Par contre, regardez simplement, on cherche AD, vous connaissez quoi? Vous connaissez AE et vous connaissez DE et vous voulez trouver la longueur qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver AD? On va faire AE moins DE. C'est-à-dire 250 mètres moins 50 mètres. Ce qui nous fait 200 mètres. Vous pouviez faire une petite phrase de conclusion en disant que AD est bien égal à 200 mètres. Vous voyez, cette première question était très rapide. On peut passer à la suivante. Calculer la longueur CD. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de calculer que AD mesurait 200 mètres. On connaît AC et on vous demande de calculer la longueur CD. Alors là, très clairement, regardez. Triangle rectangle, je connais 2 longueurs sur 3. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le théorème de
Pythagore, le théorème de Pythagore, il me dit quoi? Que la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire CD au carré, est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire AD au carré plus AC au carré. Une fois que j'aurai écrit mon égalité, j'aurai qu'à remplacer AD et AC par leur valeur. Je vais calculer le carré de 200, le carré de 480. On va voir ce que ça nous donne. Donc on n'oublie pas les conditions. Le triangle ADC est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a CD au carré, ce qu'on a dit, est égal à AD au carré plus AC au carré. Je remplace les longueurs connues par leur valeur. Après avoir calculé les carrés de 200 et de 480, je trouve que CD au carré c'est égal à 40 000 plus 230 400. Ce qui me donne que le carré de CD est égal à 270 400. Je veux trouver quel est le nombre positif dans le carré 270 400. Je fais quoi? La racine carrée de 270 400. Et je trouvais quoi? Que CD était égal à 520 mètres. Donc on concluait quoi? Que la longueur CD est égale à 520 mètres. On poursuit cet exercice 3. On vous disait quoi? On vous disait que pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles et que la mesure de l'angle ACD qui est ici soit supérieure à 20 degrés. Première petite question, on vous demandait, les droites CD et BE sont-elles parallèles? Alors on ne peut pas se contenter de dire oui ou non, simplement, hein, en disant oui, puisque si je les ai prolongées sur mon dessin, elles ne se coupent pas. Non, ou elles ne se croisent pas, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour démontrer que deux droites sont parallèles? Alors, on pourrait se dire, tiens, est-ce que ces deux droites, là, par exemple, elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite? Pas dans cet exercice-là. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser la propriété de Kiel que vous avez vue en 6e. Qu'est-ce qui me reste parmi toutes mes connaissances pour prouver que deux droites sont parallèles? Il y a, par exemple, la réciproque du théorème de Thalès. Alors, on rappelle qu'on avait ici les points ADE et ACB qui étaient alignés. Pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait pouvoir comparer AD sur AE avec AC sur AB. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on a suffisamment d'informations? La réponse est oui, puisqu'on connaît les longueurs de AD et de AE, ainsi que les longueurs de AC et de AB. Donc si je fais AD sur AE, ça va me faire quoi? 200 divisé par 250. Alors, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise en simplification, 200 sur 250, c'est comme 4 cinquièmes. Et 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Mais vous, il vous suffisait de prendre la calculatrice, de faire 200 divisé par 250. Vous trouviez 0,8. Alors attention ici, AC, je le connais, c'est 480. AB, attention, c'est pas 120. Il faut faire quoi? 480 plus 120, ça fait 600. Donc je vais comparer 480 à 600, qui peut aussi se simplifier en 4 cinquièmes, mais dans tous les cas, vous faisiez 480 divisé par 600 et vous trouviez aussi 0,8. Nos deux rapports AD sur AE et AC sur AB qui sont égaux. Maintenant, on l'avait dit, les points ils sont alignés, mais ils ne sont pas alignés n'importe comment, ils sont bien alignés dans le même ordre. Les points ADE d'une part et ACB d'autre part sont bien alignés dans le même ordre. Donc nos deux conditions sont réunies. On va pouvoir dire quoi? Que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites CD et BE sont bien parallèles. Donc voilà comment on pouvait rédiger. AD sur AE égale 200 sur 250 égale 0,8. D'autre part, AC sur AB, ça va faire 480 sur 600, ça fait bien 0,8 aussi. Donc on a bien AD sur AE qui est égal à AC sur AB. On rappelle que les points ADE et ACB sont bien alignés dans le même ordre. Et on conclut, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites CD et BE sont parallèles. La mesure de l'angle ACD ici est-elle supérieure à 20 degrés? Alors attention, pour répondre à cette question, on ne se contente pas de prendre son rapporteur et d'aller mesurer sur la figure. D'accord? Il va falloir prouver notre réponse. On rappelle que AD ici fait 200 mètres. On a prouvé également que CD, ça faisait 520 mètres. Donc si on regarde bien ce triangle, qui est rectangle, on connaît toutes les longueurs. Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser le 480 mètres et le 200 mètres qui sont ici, d'accord, pour lequel le calcul était plus simple. Il y a moins de chances d'avoir fait une erreur, même si le calcul allait du théorème de Pythagore, là, n'était pas très compliqué. Alors regardez,
Triangle rectangle, je connais des longueurs, je veux retrouver la valeur d'un angle. Qu'est-ce qu'on a? On a nos relations trigonométriques à disposition. Par exemple, si j'utilise la longueur de AC et la longueur de AD, qu'est-ce que ça représente par rapport à cet angle? AD, c'est quoi? C'est le côté opposé. Donc on connaît la longueur du côté opposé. Qu'est-ce que c'est AC par rapport à cet angle? Puisque CD, c'est l'hypoténuse, CA ou AC, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc on connaît la longueur du côté opposé, on connaît la longueur du côté adjacent. Si je prends dans mon petit moyen mnémotechnique, K, SO, toi, où est-ce que j'ai opposé adjacent réunis? C'est la tangente. Donc je sais que la tangente de cet angle, elle est égale à quoi? À la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AD sur AC, soit 200 sur 480. La tangente de l'angle, elle est égale au quotient de 200 divisé par 480. Comment je peux retrouver la mesure de mon angle? En faisant arc tangente de 200 divisé par 480. Et on obtenait quoi? On obtenait que la mesure de l'angle ACD, elle était d'environ 22,6 degrés, ce qui était bien supérieur à 20 degrés. Donc on conclut, la mesure de l'angle ACD est bien supérieure à 20 degrés. Alors la dernière question, elle était assez rapide. On vous demandait, le parcours est-il validé? Alors regardez, on vous disait, pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles et que la mesure de l'angle ACD soit supérieure à 20 degrés. En 3A, on a montré que les droites CD et BE étaient bien parallèles. En 3B, on a montré que la mesure de l'angle ACD était bien supérieure à 20 degrés. On a réuni nos deux conditions, donc le parcours est bien validé. On passe à la partie B, la natation. Concernant l'épreuve de natation, il s'agit de nager une distance de 200 mètres. On vous donnait les temps de 9 élèves. Et ensuite, on vous demandait quel est le temps médian de cette série. On sait que pour pouvoir déterminer la valeur médiane d'une série, la première chose à faire, c'est de ranger les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant. Bon, en général, on les range dans l'ordre croissant. Si on regarde bien les temps de nos 9 élèves, ils sont déjà rangés dans l'ordre croissant. 5 minutes 30, 5 minutes 45, etc. Donc, ce qu'on a à faire, c'est juste déterminer la position de notre valeur médiane et on aura notre résultat. 9, c'est quoi? C'est un nombre impair. Donc, avec 9 valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux groupes exactement de 4 valeurs et la valeur médiane, ce sera notre 5e valeur de la série ordonnée. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, ce sera 6 minutes. Donc voilà, vous pouviez dire l'effectif total est impair avec 9 qui est égal à 2 fois 4 plus 1. Le temps médian est donc la 5e valeur de la série ordonnée, c'est-à-dire 6 minutes. Alors, pour finir cet exercice 2, qui était le plus long, on vous disait un poisson rouge nage à la vitesse de 5 km par heure. Nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Alors, il y avait plusieurs possibilités pour répondre à cette question. Soit on commence par calculer la vitesse de l'élève le plus rapide et on la compare à la vitesse de nage du poisson rouge et on conclut. Soit, je pourrais dans un deuxième temps calculer le temps mis par le poisson rouge pour nager les 200 mètres et je pourrais comparer au temps mis par l'élève le plus rapide. Voilà, deux possibilités. Donc si je commence par calculer la vitesse de l'élève le plus rapide. L'élève le plus rapide, il a nagé les 200 mètres en 5 minutes et 30 secondes. Alors moi, j'ai converti mes 5 minutes et 30 secondes en 330 secondes, 5 fois 60 secondes plus 30 secondes. Après, j'avais la distance donc en mètres et le temps en secondes. J'ai déterminé quelle était la vitesse de l'élève en mètres par seconde. Donc 200 divisé par 330. Alors regardez, pour le moment, je n'ai pas donné de valeur approchée. J'ai juste simplifié en 20/33e. Bon, si vous aviez déjà mis une valeur approchée à ce moment-là, ce n'était pas extrêmement grave. Et attention, ici, j'ai une vitesse en mètres par seconde. La vitesse du poisson rouge, elle est en km par heure. Donc, si j'ai une vitesse en mètres par seconde et que je veux la convertir en km par heure, comment je peux interpréter ce résultat? Ça veut dire que là, j'ai le nombre de mètres parcourus en 1 seconde quand j'ai une vitesse en mètres par seconde. Si je veux chercher combien j'ai parcouru de mètres en 1 heure, c'est-à-dire en 3600 secondes, il me suffit de multiplier par 3600. Donc j'ai trouvé 72 033e mètres par heure. Encore une fois, si déjà à ce moment-là, vous aviez directement remplacé, vous avez trouvé que ça faisait à peu près combien?
2182 mètres par heure. Pour convertir mes mètres en kilomètres, il me suffit juste de diviser par 1000. Ça nous faisait à peu près 2,2 km par heure. 2,2 km par heure, c'est bien inférieur aux 5 km par heure du poisson rouge. Donc vous voyez que le poisson rouge nage plus vite que l'élève le plus rapide. Alors vous voyez, là je me suis un petit peu embêté avec les formules. Si vous êtes moins à l'aise avec ça, vous pouvez simplement utiliser un tableau de proportionnalité, vous dire l'élève il fait 200 mètres en 330 secondes. Ma vitesse en mètres par heure, ça va être quoi? Ça va être en fait la distance que parcourt l'élève en 3600 secondes. À partir de la propriété du produit en croix, vous en divisez quoi? Que la vitesse elle est égale à 200 fois 3600 divisé par 330. Vous retombiez sur le 2182 mètres par heure que vous convertissiez ensuite en kilomètres par heure et vous arriviez exactement à la même conclusion. Dans la première méthode, je me suis intéressé à l'élève. Là, je vais m'intéresser au poisson rouge. Et je vais chercher le temps mis par le poisson rouge pour parcourir 200 mètres. D'accord? Donc le temps, on le calcule comment? En faisant la distance divisée par la vitesse. Comme la vitesse elle est en km par heure, je fais bien attention de convertir la distance en kilomètres. 200 mètres, ça fait 0,2 km. Attention, ici on avait des heures, donc le temps, on va le trouver en heures. 0,04 heures, je le convertis en secondes, puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc je fais 0,04 fois 3600. Je trouve que ça correspond à 144 secondes, c'est-à-dire 2 minutes 24, qui est bien inférieur aux 5 minutes 30 mis par l'élève le plus rapide. Donc vous arrivez exactement à la même conclusion. Encore une fois, plutôt que d'utiliser une formule, si vous êtes moins à l'aise avec ça, vous pouviez utiliser un tableau de proportionnalité. Regardez, on sait que le poisson rouge, il a une vitesse de 5 km par heure, ça veut dire qu'il fait quoi? 5000 mètres en 3600 secondes. Et on cherchait quoi? Le temps mis par le poisson rouge pour parcourir les 200 mètres. Le produit en croix vous disait quoi? Que 5000 fois t, c'était égal à 3600 fois 200. Et vous en déduisiez quoi? Que le temps était égal à 3600 fois 200 divisé par 5000. Vous retombiez sur les 144 secondes et la conclusion était exactement la même. Pour l'exercice 3, comme le sujet d'Asie-Pacifique et le sujet de centre étranger, vous avez eu droit à un QCM. Donc, important. Regardez, ici, on vous précisait, aucune justification n'était demandée. Et on vous disait, pour chaque question, 4 réponses A, B, C et D sont proposées, mais surtout, une seule réponse est exacte. Donc, recopiez sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte. Question 1. Le prix de 3 melons est 8,40 €. Combien coûte 5 melons? Donc, regardez bien, on peut chercher d'abord le prix d'un melon, 8,40 € divisé par 3. Et le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On le multipliera par 5, ça nous donne quoi? Donc 8,40 € divisé par 3, ça nous donne un melon à 2,40 €. Multiplié par 5, ça nous fait un total de 14 €. Donc il fallait dire quoi? Question 1, réponse C. Question 2. Quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? Je vous rappelle, vous avez 4 types de transformations à connaître qui ne déforment pas votre figure. La symétrie axiale par rapport à une droite, la symétrie centrale, on tourne d'un demi-tour autour d'un point. La rotation, également la figure va tourner autour d'un point. Et la translation. D'accord, la translation, c'est juste la figure qui vise dans une direction. Pourquoi je ne parle pas d'homothétie ici parmi les transformations que vous avez vues au collège, puisque l'homothétie, elle agrandit ou elle va réduire la figure. Si on regarde bien ici, est-ce qu'il y a l'air d'y avoir une rotation? Symétrie centrale ou rotation de type général? Est-ce qu'ici, votre figure elle a l'air d'avoir tourné autour d'un point? Non. Donc, ni symétrie centrale, ni rotation. Ce n'est pas non plus une translation, parce qu'on ne s'est pas contenté de faire glisser la figure. Par contre, on voit que si on trace un axe oblique ici, si on plie par rapport à cette droite, qu'est-ce qui va se passer? Les deux figures, elles vont se superposer. Donc, il fallait répondre quoi? Question 2, réponse D. La symétrie par rapport à une droite, ça s'appelle une symétrie axiale. Question 3. Un article coûte 350 €, son prix augmente de 20%.
quel est son nouveau prix. Alors vous vous souvenez peut-être comment on peut déterminer directement le nouveau prix d'un article après une augmentation de T%. On va prendre la valeur initiale et on va la multiplier par 1 plus T sur 100. Ici, je ferai quoi? 350 euros fois, entre parenthèses, 1 plus 20 sur 100, 20%, qui correspond à faire quoi? 350 euros fois 1,2, et vous trouviez combien? 420 euros. Pour vous, il suffisait de répondre simplement question 3, réponse A, puisque je rappelle que les explications, je les donne, mais vous n'aviez pas à les écrire. Question 4. Quel est l'aire du triangle rectangle ABC? Qu'est-ce qu'on fait pour calculer l'aire d'un triangle rectangle? On multiplie les longueurs des deux côtés de l'angle droit, côté fois hauteur, base fois hauteur, mais surtout, comme pour tous les triangles, on n'oublie pas de diviser par 2. Donc je vais faire quoi? L'aire de mon triangle ABC, 6 cm fois 4,5 cm, divisé par 2. Et vous trouviez quoi? Vous trouviez 13,5 cm carrés, ce qui est la réponse B. On dira simplement question 4, réponse B. On est presque au bout de cet exercice 3. Quelle est la forme développée réduite de l'expression 2x plus 3 facteur de x moins 4? Vous prenez votre expression. 2x plus 3 facteur de x moins 4. Je vais distribuer mon 2x avec x et moins 4. Et ensuite, je vais distribuer plus 3 avec x et avec moins 4. Ça va me donner quoi? 2x fois x. Donc ça donne 2x fois x, ça donne 2x au carré. Ensuite, je distribue 2x avec moins 4. Le signe, ce sera moins. 2x fois 4, ça fait 8x. Plus 3 fois x. Ça donne 3x. Plus 3, je le distribue avec moins 4. Ce sera négatif. 3 fois 4, ça donne 12. Je n'ai pas détaillé toutes les étapes, puisque là, ce n'était pas nécessaire. C'est juste pour nous qu'on le fait. Donc, 2x au carré, ça reste 2x au carré. Attention, moins 8x plus 3x, moins 8 plus 3, plus 3 moins 8, ça donne moins 5x et pas moins 11x, comme on le voit beaucoup sur les copies. Vous ne deviez pas faire d'erreur sur ce genre de calcul, sachant que vous avez votre calculatrice avec vous. Donc, moins 8 plus 3, vous pouviez le vérifier, moins 5. Donc, ça correspond à quelle réponse? Ça correspond à la réponse A. Donc, on disait question 5, réponse A. On finit. Quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire? On se souvient de la formule pour calculer le volume d'une pyramide. R de la base fois la hauteur divisé, attention, par 3 et pas par 2. C'est toujours par 3 les pointus chez les solides. Donc on va faire quoi? L'aire de la base, c'est l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. 7 cm fois 4 cm. On multiplie par la hauteur qui est de 12. Et on divise le tout par 3. Et on trouvait combien? Attention. 112 cm cubes. C'était la réponse B. Donc là, il nous suffisait de dire quoi? Question 6, réponse B. Et vous aviez déjà terminé l'exercice 3. Exercice 4, au club Mathémagie, on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques. Vous avez une première partie avec le programme de calcul de Zoé. Voici le programme de calcul de Zoé. Choisir un nombre, soustraire 4, multiplier par 2 et ajouter 8. Vérifier que si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Bon, c'était assez facile à faire. Regardez, vous prenez 10. Ensuite, vous faites quoi? 10 moins 4. N'oubliez pas le résultat, ça fait 6. 6, je le multiplie par 2, ça donne 12. Et on finit en disant quoi? J'ajoute 8. 12 plus 8, ça fait 20. On arrive bien au résultat attendu. Donc on va dire quoi? Si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient bien 20 avec le programme de Zoé. On passe à la 2.
Quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit moins 7 comme nombre de départ? Alors on fait la même chose, regardez. Moins 7. Ensuite, je soustrais 4. Donc ça nous fait quoi? Moins 7 moins 4, c'est égal à moins 11. Moins 7 et moins 4. Ensuite, je multiplie par 2. Ça nous fait moins 11 fois 2, ça fait moins 22. Et on finit en faisant quoi? Moins 22 plus 8, puisqu'on ajoute 8, et ça nous fait, attention, moins 14. Donc on va dire quoi? Si on choisit moins 7 comme nombre de départ, on obtient moins 14. Question 3. Zoé prétend que son programme est magique car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. A-t-elle raison? Alors, beaucoup d'élèves se sont contentés en fait de prendre les résultats aux deux premières questions en disant bah oui, regardez, pour 10 on a trouvé 20, 20 c'est le double de 10. Pour moins 7 on a trouvé moins 14 c'est le double de moins 7. Donc ce que dit Zoé c'est vrai. Attention, c'est pas parce que vous avez prouvé que ça marchait sur deux exemples que le programme de Zoé donne forcément le double pour n'importe quel nombre de départ. Donc ça, il faut prouver que ça marche avec tous les nombres possibles. Comment on peut prouver que ça marche pour n'importe quelle valeur prise au départ? Et là, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par le calcul littéral. Donc on va dire avec x, si x est mon nombre de départ, quel est le résultat que je vais obtenir avec le programme de Zoé? Soit x, le nombre choisi au départ. Si je le rentre dans le programme, soustraire 4, ça va donner x moins 4. D'accord? Ensuite, je fais quoi? Je multiplie ce résultat par 2. Ça donne quoi? X moins 4 fois 2. Attention, je n'oublie pas les parenthèses puisque la soustraction doit rester prioritaire sur la multiplication. On peut écrire plus simplement 2 facteurs de x moins 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en dernière étape? On ajoute 8. Donc, on va obtenir quoi? 2 facteurs de x moins 4 plus 8. Est-ce que là, pour le moment, on a prouvé que si on prenait x, le résultat, c'était bien le double du nombre de départ? Non. Mais on voit que cette expression, qu'est-ce qu'elle a? Elle comporte des parenthèses, d'accord? Une parenthèse qui est précédée d'un facteur de. Qu'est-ce qu'on peut faire du facteur de qui est dans ces parenthèses? On peut le distribuer. D'accord? Donc, on va pouvoir développer l'expression qu'on a obtenue. Et on va voir, est-ce que l'expression développée réduite que je vais obtenir, elle va correspondre au double du nombre x au départ? Voyons ça. Donc, si je reprends mon résultat, 2 facteurs de x moins 4 plus 8. Si je distribue mon facteur 2 compte tenu de la parenthèse, je vais avoir quoi? 2 fois x moins 2 fois 4. Et j'oublie pas le plus 8 qui était en dehors de la parenthèse, qui nous donne quoi? 2x moins 8 plus 8. Moins 8 plus 8, ça fait quoi? Ça fait 0. Au final, j'obtiens quoi? J'obtiens 2x. Donc, si x est mon nombre de départ, le résultat, il va toujours s'écrire comment? Comme 2x, 2 fois x. Zoé avait raison. Le résultat de son programme de calcul, c'est toujours le double du nombre de départ. Partie B, on vous demandait d'étudier maintenant le programme de Fred. Alors Fred décide de faire son programme de calcul sur Scratch et on vous disait démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat obtenu avec le programme de Fred est 26 plus 50. Alors comment fonctionne ce programme? On clique sur le drapeau, le lutin vous demande de choisir un nombre. Ce nombre, il va être enregistré dans la variable réponse, puis après, attention, on va faire nos calculs avec une autre variable qui s'appelle résultat. D'accord? Et attention, le contenu de cette variable, il va évoluer à chaque étape. Donc, le nombre choisi, c'est quoi? C'est x. Première étape, qu'est-ce qu'on met dans la variable résultat? On met 4 fois la réponse. Donc, à l'étape 1, le contenu de la variable résultat, ce sera quoi? Ce sera x fois 4, c'est-à-dire 4x. À l'étape 2, qu'est-ce qui va se passer?
Le contenu de la variable résultat, il évolue en faisant quoi? Résultat plus 10. Donc on prend le dernier contenu de la variable résultat, c'est-à-dire 4x, et on ajoute 10. À l'étape 3, on va faire quoi? On va prendre le contenu de notre variable résultat et on va le multiplier par 5. Ce qui s'écrit comment? 4x plus 10 entre parenthèses fois 5. On n'oublie surtout pas les parenthèses puisqu'on doit faire 4x plus 10 avant la multiplication par 5. Et donc attention, 4x plus 10 entre parenthèses fois 5, ça s'écrit comment? Ça s'écrit 5 facteurs de 4x plus 10. Et maintenant, on vous dit dire résultat. Donc notre résultat, c'est 5 facteurs de 4x plus 10. Pour le moment, on n'a pas le 20x plus 50 attendu. Comment on peut passer de cette expression à celle qui est attendue? Vous voyez qu'ici, vous avez une parenthèse précédée d'un facteur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir distribuer le facteur 5 dans la parenthèse et je vais développer l'expression. Donc ça va me donner quoi? On y va, je distribue mon 5 avec 4x et avec plus 10, ça me fait quoi? 5 fois 4x plus 5 fois 10 et on obtient 5 fois 4x, 20x, plus 5 fois 10, ça nous fait 50. Donc on voit que si notre nombre de départ c'est x, le résultat obtenu avec le programme de Fred, c'est bien 20x plus 50. Question 5. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred? Alors on a vu que si on choisissait x comme nombre de départ, le résultat s'écrivait 20x plus 50. Et on veut que 20x plus 50 soit égal à combien ici? À 75. Donc on va résoudre une petite équation. Je cherche x tel que 20x plus 50 égale à 75. Alors, ce n'est pas l'équation la plus compliquée à résoudre. Ça veut dire quoi 20x plus 50? Ça veut dire x, on l'a multiplié par 20 et après on a ajouté 50. Donc si on veut déshabiller notre expression et retrouver x, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire disparaître le plus 50. Comment? En faisant moins 50 à gauche, moins 50 à droite. Il va nous rester quoi? Donc il me reste bien 20x dans mon membre de gauche. Et à droite, il me reste quoi? 75 moins 50, 25. 20 fois la valeur de x, ça donne 25. Comment je vais retrouver la valeur de un seul x? Je vais diviser par 20. Je vais diviser par 20 à gauche, je vais diviser par 20 à droite. Ça me donne x égale à 25 vingtièmes. Ça me donne que x est égal au quotient de 25 par 20. Et 25 divisé par 20, ça nous donnait quoi? Ça nous donnait 1,25. Donc il suffit de répondre quoi? Fred doit choisir x égale à 1,25. Donc vous répondiez quoi à cette question? Il suffit de prendre 1,25 au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred.
On finit ce quatrième exercice. On vous disait, constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme pour que ce soit le cas. Donc vous aviez juste à recopier cette ligne. On a vu que si on choisissait x comme nombre de départ, le programme de Fred donnait toujours 20x plus 50 comme résultat. Donc c'est-à-dire 20 fois x plus 50. Donc le nombre x de départ, il est multiplié par 20 et après on ajoute 50. Fred voudrait que son programme de calcul multiplie juste par 20. Donc il y ait plus 50. Comment on peut faire? Bien simplement, ici on va prendre le résultat de la dernière étape. Donc on va prendre notre variable résultat et on va enlever 50. Si vous aviez 20x plus 50 à l'étape suivante, vous enlevez 50. Il vous restera quoi? Il vous restera 20x. Donc si on choisit x, on obtient bien 20 fois x. Donc là, il vous suffit d'écrire mettre résultat à résultat moins 50. Et l'exercice 4 était terminé. Exercice 5, un garage propose deux options au client. Option achat, prix d'achat de la voiture 22 400 €, puis l'assurance obligatoire de 75 € par mois. L'option location, 425 € par mois, assurance comprise. L'objectif de cet exercice est de comparer ces deux options. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter la voiture avec après l'assurance obligatoire de 75 € par mois ou de louer la voiture à 425 € par mois? Partie A, montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300 €. Donc regardez, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Au bout de la première année, j'aurais payé quoi? Les 22 400 € d'achat, plus 12 mois à 75 €. C'est qui me donne 22 400 € plus 900 €. Ça, c'est le coût en sus de l'assurance. Ce qui me fera bien 23 300 €. On vient bien de montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300 €. On passe ensuite à la deuxième question. Après 36 mois, calculez l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Attention à la question qui est posée. On vous demande de calculer l'économie réalisée par le client. Donc, pour savoir quelle est l'économie réalisée, on a besoin certes de calculer combien ça nous aura coûté avec l'option location au bout de 36 mois, mais de calculer aussi combien ça nous aura coûté avec l'option achat. Au bout de 36 mois avec l'option achat, j'ai dépensé quoi? 22 400 € plus 36 fois 75 €, c'est-à-dire 22 400 € plus 2 700 €, soit un total de combien? De 25 100 €. On peut faire une première phrase d'explication. Après 36 mois, l'option achat aurait entraîné une dépense de 25 100 €. Maintenant, on va calculer la dépense après 36 mois avec l'option location. Donc, on voit que l'option location, elle nous coûte 425 € par mois. Donc, au bout de 36 mois, on fait quoi? 36 fois 425. Ce qui nous donne 15 300 €. Donc on va dire quoi? Après 36 mois, la dépense avec l'option location est de 15 300 €. Maintenant, il nous reste à conclure. Pour trouver le montant de l'économie réalisée par le client qui a choisi l'option location, il suffit de faire quoi? 25 100 moins 15 300.
ce qui nous donne une différence de 9 800 euros. On conclura simplement qu'après 36 mois, le client qui a choisi l'option location aura fait 9 800 euros d'économie. À la question 3, on vous disait, afin de comparer les dépenses correspondantes à ces options, le client a réalisé le tableau suivant à l'aide d'un tableur. Alors attention, on ne vous demandait pas de remplir vous le tableau. Il fallait bien aller au bout de la question qui était quelle formule doit être saisie dans la cellule B3 ici, qui étendue jusqu'à la cellule F3 permet de compléter le tableau. Alors, je vous rappelle que la cellule B3, on va chercher la dépense en euros, option location. On se souvient que l'option location, qu'est-ce qu'on fait? On payait 425 euros par mois. On avait vu pour calculer la dépense au bout de 36 mois, on avait fait quoi? 425 fois 36. Donc ici, tout simplement, je vais écrire quoi dans ma cellule? Une formule déjà, elle commence toujours par égal. 425 fois le nombre de mois correspondant. 425 fois le fois, attention sur le tableur, c'est l'étoile. Et le nombre de mois, il est dans quelle cellule? Il est dans la cellule B1. On n'oublie pas les références de cellules. Parce que sinon, si vous mettez simplement 12, quand vous allez recopier, ça va recopier 425 fois 12 partout. Donc, il faut bien utiliser les références de cellules. Et cette question était terminée. Partie B. On souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note X, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. La fonction G permettant de calculer la dépense correspondant à l'option location peut s'écrire sous la forme G de X égale 425 fois X. On vient juste de le rappeler. Comment on fait pour calculer une dépense avec l'option location? On fait 425 fois le nombre de mois, qu'on appelle ici X. Et on vous dit de faire la même chose maintenant, déterminer l'expression de f de X, permettant de calculer la dépense correspondant à l'option achat. Pour l'option achat, qu'est-ce qu'on a? On a les 22 400 euros qu'on a payés au départ, auquel on va ajouter 75 euros par mois. Donc on doit faire quoi? 75 euros fois le nombre de mois. Le nombre de mois, on a dit qu'on l'appelait comment? On l'appelait X. Le montant total dépensé, ce sera quoi? 22 400 plus 75 fois X. Et on écrit plus simplement que f de X, c'est égal à 75 fois X, c'est 75X plus 22 400. Et cette question était terminée. Pour terminer, la question 5, sur le graphique de la page 8, on a tracé les courbes représentatives CF et CG des fonctions f et g. Par lecture graphique déterminée à partir de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Regardez bien ce graphique, on voit que pour un même nombre de mois, ici, l'option achat, on voit qu'on paye beaucoup plus cher que l'option location. Vous voyez, les montants, à chaque fois pour un même nombre de mois, la courbe elle est au-dessus, on paye beaucoup plus cher, jusqu'à un certain moment où les deux droites elles se croisent. Donc ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, on paiera aussi cher avec l'une et l'autre des options. Si on regarde bien, ça correspond à combien de mois? Alors on voit, attention, les graduations, on a 10 mois en 5 graduations, ça veut dire qu'ici on est à 64 mois. On dira simplement au-delà de 64 mois ou à partir du 65e mois, l'option achat devient plus avantageuse. Cette correction de brevet de Métropole, Réunion, Mayotte est maintenant terminée. Dès que possible, j'essaierai de mettre en ligne les derniers sujets qui vont sortir. Voilà, pour ceux qui ont terminé, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.